vous plaît. Allô? C'est bon? S'il vous plaît, écoutez. Poussez-vous, s'il vous plaît, le maximum par là. Parce qu'on a la queue jusqu'à dehors, donc j'aimerais pouvoir compter le nombre de places qui me reste.
Alors, allô, allô, ça marche. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent rentrer? Peut-être, il nous reste des places devant. Voilà, peut-être. Quitte à y être. Alors peut-être on va commencer le temps qu'on aille chercher peut-être, puisqu'il reste quelques places, autant en profiter. Et peut-être commençons avec un mot d'Olivier Biscay, qui est donc rédacteur en chef, je ne dis pas de bêtises, directeur de la rédaction, pardon, du Midi Libre, qui est notre partenaire sur ces nouveaux Jeudis du MoCo et qui va nous dire un petit mot. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci, cher Numa, pour cet accueil. Quelques mots pour simplement vous dire que Midi Libre est à vos côtés depuis de très nombreux mois, depuis votre arrivée, depuis votre présentation de projets culturels, projets pour la ville. Et nous l'avons naturellement été pour ces rendez-vous du jeudi, du MoCo Panacé, Panacé MoCo, parce que nous sommes le média de la culture et le média de Montpellier. Il était donc tout naturel qu'on soit à vos côtés. Je sais que vous avez de nombreux projets, de nombreuses idées. Et à Midi Libre, on aime à la fois l'énergie, le dynamisme et l'innovation. Et donc vous incarnez tout cela ce soir aussi avec Orlan. Donc merci. Merci beaucoup, Olivier. Donc, écoutez, je suis en effet très heureux et intimidé aussi de vous accueillir toutes et toutes pour cette première rencontre, effectivement, des Jeudis du MoCo Panacé. Vous avez eu le carton avec le programme, sans doute. Notre volonté, vraiment, c'est d'éclairer, de donner une clarté, une lisibilité à ce monde de l'art contemporain qui apparaît parfois opaque et nébuleux, pour l'envisager dans sa complexité, sa diversité et dans l'ensemble de ses sensibilités. Nous avons créé un programme varié avec l'ensemble des équipes du MoCo. Je veux remercier notamment Delphine Goutte et Anna Kerekes, ainsi que toute l'équipe technique qui nous aide ce soir pour cette grande première. Et je veux dire aussi que nous nous adressons bien sûr au grand public, au public dans le sens le plus large, mais également, et ils sont nombreux aujourd'hui, aux étudiants et aux étudiantes pour qui ces conférences font partie du cursus. Et je suis vraiment très heureux de les accueillir ce soir. Nous recevrons ici principalement des artistes. Orlan, bien sûr, la semaine prochaine, Bianca Bondy, Lily Renaud-Devar dans quelques semaines. Nous recevrons également, par exemple, Marlène Moquet, Abdelkader Benchama, Berline de Brucker, le 9 juin, pour l'exposition qu'elle aura au MoCo. Mais aussi des que des bons et que des bonnes. Je certifie. Mais aussi, peut-être que d'ailleurs vous pourrez dire un mot dessus, des sociologues comme Alain Quemin. Des philosophes comme Georges Didier Huberman dans quelques semaines. En plus, c'est un Stéphanois comme moi. Ah bah alors. Des commissaires d'exposition comme mon ami Ashok Adisseam, qui sera là le 28 avril. Mais également, alors pas tout de suite, mais sans doute l'année prochaine, car on terminera en juin et nous reprendrons bien évidemment fin septembre. Nous accueillerons des directeurs et directrices d'institutions, des galeristes, etc., etc. Nous aurons bien entendu des discussions, des tables rondes, des conférences, mais aussi de temps en temps des performances. Et des expos ? Ah ben des expos, c'est ailleurs déjà, mais c'est pas mal. Je veux remercier la ville de Montpellier, la métropole, d'ailleurs le président du MoCo est ici, la direction générale des affaires culturelles, mais aussi donc Midi Libre
et M. Biscay pour sa présence, qui sera notre partenaire privilégié. Et puis tout de suite, permettez-moi de remercier ma première invitée, et quelle invitée, qui accepte donc un petit peu d'essuyer les plâtres, Orlan, en majuscule, s'il vous plaît, à l'occasion ou à l'excuse de la sortie de son autobiographie « Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art ». Attention, c'est un livre à pas mettre dans toutes les mains. Et excusez du peu, qui paraît chez Gallimard. Elle sera, si elle l'accepte, un petit peu notre marraine, la marraine de ces Jeudis du Moko, cher Orlan, si vous êtes d'accord. Je préférais être la présidente, l'invitée d'honneur, que la marraine, si je peux me permettre. On vous invitera chaque année, alors. Si nous avons choisi Orlan, ce n'est pas un hasard. Elle a une particularité qui est rare dans le paysage artistique français, une qualité qui m'est chère. Elle est à la fois une artiste extrêmement exigeante, reconnue par ses pairs, reconnue par le milieu de l'art contemporain, les institutions, les critiques, les plus grandes galeries, comme étant une artiste majeure de notre époque. Et ça se voit à son CV extraordinaire d'exposition en musée et dans les collections permanentes du monde entier. Mais c'est aussi une artiste, et j'ai pu le mesurer tout à l'heure quand nous sommes remontés depuis la gare jusqu'à la Panacée, c'est aussi une artiste extrêmement populaire, une personnalité populaire et appréciée des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'art contemporain. C'est donc sous la tutelle ou sous le signe de ces deux adjectifs, exigeant et populaire, que je souhaite placer les Jeudis du Moko. Je vous remercie et on va commencer cette discussion. Mais je voudrais rajouter bienveillante, mais très exigeante. Je déteste la bienveillance mièvre. Vous voulez rester debout ou... D'accord, ça marche. Alors, une première question, c'est justement sur la vidéo qui passe derrière nous, La liberté en écorché, qui est une œuvre de 2013. Et vous avez souhaité que l'on commence cette discussion par nous dire quelques mots sur cette vidéo. Pourquoi ce choix ? Puisque cette vidéo passe depuis longtemps, depuis que vous êtes installé, je pense que c'est quand même important que je vous explique pourquoi. Je voudrais dire d'abord que c'est un manifeste, comme la plupart de mes œuvres sont des manifestes. Alors, je voudrais quand même juste dire un petit mot, mais qui n'est pas un mot, c'est un mot de courtoisie, mais en fait que je remercie vraiment toutes les personnes qui, dans l'ombre ou dans la lumière, m'ont permis d'être à nouveau à Montpellier, que je connais grâce à monsieur Jean Matteux, qui m'a déjà invité dans ses forums, dans ses colloques sur le corps. Et c'était vraiment aussi des colloques extrêmement importants. Donc, merci à tous et merci bien sûr à Numa, Ansbursin, qui m'a invité et qui me fait ce grand honneur d'essuyer les plâtres, mais j'ai pas l'impression que j'essuie les plâtres. J'ai l'impression que j'essaye d'ouvrir une voie. Absolument. Effectivement. Et ce qui est important, et ce à quoi je crois, je pense comme Numa, c'est vraiment que l'art, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, mais l'art doit être absolument entendable, écoutable par toutes les castes sociales. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est extrêmement important pour moi. Donc, merci. Alors, je disais que toutes mes œuvres sont des manifestes. Et là, c'est un manifeste à plusieurs feuilles. Ce qui était important pour moi, c'est de parler de la liberté en écorché. D'abord, parce que je pense que tous les artistes sont des écorchés, à tel point que moi, j'ai dû m'écorcher moi-même pour faire art. Mais aussi, ce qui était très important par rapport à notre époque, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de peau, il n'y a pas de couleur de peau.
Donc on ne sait pas si c'est blanc, si c'est jaune, si c'est noir ou rouge. Et donc, le racisme ne peut pas s'inscrire. Et on est dans une époque où le racisme est là, sans arrêt. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment m'insupporte. Donc c'était important que je dise ça dans cette œuvre. D'autre part, j'aime beaucoup mélanger les temps. Et il y a le temps j'allais dire des fiches, ce n'est pas les fiches, c'est des planches anatomiques de Vézal, et aussi un temps récent, parce que ça, c'est une lecture du corps, une lecture cyber du corps. Toutes les prothèses qu'on voit en verre acide sont des prothèses que j'ai utilisées lors de mes performances, et aussi, grâce à une de mes performances, j'ai pu me faire placer ces implants qui sont sur mes tempes et qu'on voit aussi dans cet écorché. Ce qui était très important aussi pour moi en tant que femme et un peu féministe sur les bords, je pense que vous le saviez à l'avance, de montrer un corps de femme qui n'est pas du tout les corps qu'on nous montre habituellement sur les podiums. On nous montre des corps qui sont des squelettes à qui on a pratiquement interdit de manger, qui sont anorexiques et qui sont extrêmement jeunes. Moi, j'ai voulu montrer un corps mature, solide, fort, qui est un corps de beaucoup de femmes, bien qu'il y ait d'autres corps que celui-ci, mais en tout cas, je voulais montrer un corps absolument différent. Comment? J'ai pas compris. Lequel? Le mien ou celui-là? Ah mais oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que dans la vie, on n'a pas qu'un corps, on a des corps. Et ça surprend tout le monde au fur et à mesure que l'on vieillit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je lui fais prendre la position de la statue de la liberté, parce qu'effectivement, actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec, non pas la liberté, mais les libertés. Et qu'on soit artiste ou qu'on ne soit pas artiste, on a absolument besoin de liberté, des libertés. Et actuellement, je suis absolument sidéré, moi qui suis une femme d'une génération qui a beaucoup lutté pour l'émancipation des corps, et j'ai l'impression que tout se referme. Quand vous pensez que sur Instagram, les expositions que je fais dans des galeries ou des musées sont montrables dans les musées, dans les galeries, mais que si je les mets sur Instagram, si je les mets sur Facebook, immédiatement, ou c'est flouté, ou carrément mon blog est fermé. Donc on est vraiment dans une période abominable où on est en train vraiment de reculoter, oui, les chefs-d'œuvre de la chapelle Sixtine. C'est la même période, la même connerie qui s'exprime. Donc vraiment, j'ai voulu effectivement qu'elle prenne la position de la statue de la liberté pour dire ça, qu'on a tous besoin de liberté, mais en tant qu'artiste, travaillant sur la représentation du corps, si on ne peut plus le montrer, et si on ne peut plus montrer la sexualité, c'est fini, on ne peut plus s'exprimer. Donc c'est grave. Donc l'heure est grave, je compte sur tout le monde pour lutter par rapport à ce qui se passe, et principalement par rapport au corps, parce que vous savez, le corps, eh bien, c'est politique. Et le privé est politique. J'en dirai pas plus. Je vais paraître tellement terre à terre à côté à chaque fois. Vous écrivez dans ce livre, ma biographie n'est pas seulement un bilan, c'est un travail d'écriture. C'est une œuvre parmi mes œuvres. Et plus loin, pour moi, écrire une autobiographie ne se résume pas à parler de ses origines, de ses racines. Je suis contre l'idée de racines. Il n'y a rien de pire que de se mettre à leur recherche, car elles nous agrippent, nous plombent à un certain endroit, tels des enclumes, et nous empêchent d'aller ailleurs, d'avancer. Et du coup, ça m'a donné envie, peut-être, pardon. Est-ce que je peux préciser que je dis que je déteste le mot racine, mais que je remplace par le mot ressources. Nous avons des ressources et on peut se ressourcer ailleurs, autrement, mais certainement pas des racines qui nous empêchent de bouger à un endroit.
Foutez le camp de Montpellier, ceux qui habitent à Montpellier, ceux qui habitent ailleurs. C'est très indispensable d'aller voir le monde, c'est très indispensable de mettre en perspective, de voir autre chose autrement. Très, très important. C'est donc une autobiographie très particulière dans laquelle vous écrivez encore ceci. Les seules dates sur lesquelles je n'ai aucun doute sont 1947, mon arrivée dans le monde, dans ma tribu, dans la Loire, en France, en Europe, et 1964, la date que je considère comme ma vraie naissance, ma renaissance, l'année où j'ai créé l'œuvre Orlan accouche d'elle-même, à IME. Alors, je ne sais pas si on l'a vu passer. Est-ce que vous l'avez vu passer? Oui, peut-être. Non, Non. c'est pas celle-ci. Mais Orlan accouche d'elle-même, peut-être que vous l'avez en mémoire. Effectivement, au lieu d'accoucher d'un enfant, parce que moi j'ai toujours refusé de faire des enfants, je pense que c'est un éco-crime, que les femmes, on nous a mis dans la tête qu'il fallait absolument qu'on repeuple le monde alors que le monde est surpeuplé, surpollué, il faut arrêter. Et donc, là aussi, vous voyez, j'ai essayé toujours de sortir du cadre. Donc, c'est aussi une autre manière de sortir du cadre. Parce que dès qu'une femme a un enfant, elle est la femme au foyer. Et la plupart du temps, elle ne fait rien d'autre que les couches culottes, que les bons gâteaux, et d'aller parler au bac à sable avec des femmes qui ne sont pas plus instruites qu'elle. Donc, vraiment, il faut se méfier. Ah, voilà, c'est Orlan accouche d'elle-même, A-I-M-E. Donc, c'était en 64 que j'ai fait cette œuvre. Et je considère que c'est l'année de ma naissance, parce que c'est là où j'ai pris conscience de ce que c'était que d'être artiste, qu'il y avait une responsabilité à être artiste, et qu'il ne fallait pas faire son boulot d'une manière désinvolte, en étant complètement indifférent du monde et de ce qu'on vit, de notre environnement et de ce qui se passe. Et donc, ce Orlan accouche d'elle-même, pour moi, c'est vraiment le moment de mes prises de conscience, et à la fois en tant que femme, à la fois au niveau politique, au niveau écologique, à tous les niveaux. Donc, effectivement, je pense que vraiment, je suis née réellement en 64. Donc, arrêtez de regarder Wikipédia qui dit beaucoup de bêtises. Non, moi, je suis née en 64. C'est clair, hein? Après, je fais une interrogation écrite. Et vous avez fait les Beaux-Arts, d'ailleurs. Oui. À quel endroit alors? Mais attendez, c'était une époque, vous ne pouvez pas comparer avec vos Beaux-Arts, mais il faut quand même que je vous instruise. C'était avant la Réforme. C'est-à-dire que moi, qui faisais de la peinture abstraite, géométrique, ou qui jetait de la peinture sur la toile, etc., je me suis retrouvé devant des plâtres, là vraiment devant des plâtres, je ne les ai pas essuyés, je devais les dessiner, et c'était bien sûr David. On avait 6 mois pour dessiner David. Et les profs... la seule chose qu'ils faisaient quand ils venaient corriger, eh bien, ou ils déchiraient le dessin, ou bien ils nous laissaient continuer. C'était au choix. Donc, on était alors oui, on avait aussi la feuille de platane à l'automne et le marron. Et bien sûr, au printemps, on avait les petites fleurs que vous commencez à voir, les cerisiers, les pommiers, etc. Donc, vous voyez, on avait une éducation extrêmement traditionnelle et extrêmement, avec bien sûr des modèles vivants en plus, etc., bien sûr des femmes. On avait enlevé les pompiers. Vous savez qu'au départ, c'était les pompiers qui avaient le droit de poser. Mais là, malheureusement, on n'avait plus de pompiers. Donc là, par exemple, on avait eu striptease occasionnel à travers les draps de mon trousseau, parce que j'ai eu un trousseau, ça aussi, il faut que j'explique, parce que les personnes qui n'ont pas le même âge que moi ne se rendent pas compte que moi, j'avais un trousseau. Et un trousseau, c'est-à-dire que ça faisait partie de la dot et qu'il fallait absolument que je me marie. Et dans le trousseau, il y avait des draps. Alors, on m'avait acheté des draps insupportables, immettables, vous savez, des draps... non, vous ne les connaissez pas. Du beau lin, rêche, très désagréable. Vraiment, vous vous mettez dedans, vous n'avez qu'une envie, c'est repartir du lit. Et dans ces draps, bien sûr, ma mère devait absolument m'obliger à les broder et aussi à tirer des fils pour faire des jours. Donc voilà, moi, j'ai porté ces draps chez mes amants et je leur ai demandé d'éjaculer à un certain endroit. Et après ça,
J'ai pris des tambourins de couturière, j'ai passé un peu de la vie, ça faisait très artistique, sur les taches de sperme, ça s'appelle repérage des taches de sperme sur les draps du trousseau. Et donc, là, parce que si vous pouvez faire l'expérience, le sperme, quand vous passez du lavis, le lavis ne prend pas sur le sperme. Essayez, vous allez voir. Je ne raconte pas de bêtises ici, on peut vérifier. Et donc, je faisais des broderies. J'avais donc bien écouté ma mère, mais avec une aiguille grande comme ça et un fil à broder noir très épais. Et je faisais les broderies en regardant la salle ou avec un bandeau sur les yeux. Donc, je vous laisse à penser quelles étaient la beauté des broderies. Et donc, je voulais dire autre chose. Mais tu voulais dire autre chose? Non. Ah, le striptease. On a vu le striptease. Je Oui. voudrais vous dire quand même, j'ai fait énormément d'œuvres qui s'appellent striptease. Et comme ce livre s'appelle aussi Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, en fait, moi, le striptease, j'ai toujours pensé que c'était absolument impossible pour une femme. C'est-à-dire qu'on est toujours revêtu des fantasmes, des a priori, toutes les pensées qu'on peut avoir sur le corps des femmes, les comparaisons avec les belles créatures qu'on nous montre sur les podiums, etc. Donc, on ne peut jamais enlever ces vêtements-là. Donc, le striptease est impossible. Donc, j'ai fait, par exemple, le striptease en nanoséquence. Donc là, j'ai cultivé mes cellules, j'ai cultivé ma flore vaginale, ma flore buccale, ma flore intestinale. J'ai fait énormément de striptease de toutes sortes. Et bientôt, je vais faire le striptease absolu, qui est un striptease que je vais faire avec les NFT. Donc voilà. Quand on pense à votre œuvre, bien sûr, et vous avez déjà commencé à en parler, on pense évidemment aux différentes performances que vous avez pu réaliser. Vous écrivez dans votre autobiographie « Le corps, pour moi, est un matériau parmi tous les matériaux ». Alors, peut-être, j'aimerais qu'il y en a 3 notamment qui sont restés particulièrement célèbres, enfin 2. Peut-être parlez-nous déjà des mesurages. Oui, on en voit, ça tombe bien. Eh bien, j'ai pensé que le corps était effectivement un instrument de mesure. Et d'ailleurs, j'ai fabriqué un instrument de mesure qui s'appelle un Orlan-corps, avec lequel on peut mesurer le monde si on en a envie. Et j'ai mesuré le Guggenheim, j'ai mesuré avec mon corps le Centre Pompidou, j'ai mesuré le MUCA, j'ai mesuré le musée Andy Warhol, etc. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est longue. Et donc, c'était toujours la même chose. Je devais me mettre au sol, tracer un trait à la craie derrière ma tête. Alors, quand j'ai un chignon comme ça, vous voyez, je suis un peu plus grande. Donc, c'était un truc qui faisait semblant d'utiliser une technique scientifique, mais qui, en fait, ne l'était absolument pas, était complètement ironique par rapport à ça. Et ensuite, avec des témoins, je comptais le nombre de fois que j'étais contenu dans l'espace et on allait le marquer sur un constat. Et ensuite, je lavais la robe qui était dans les draps de mon trousseau, je la lavais en public, je la lavais donc de toutes les éclaboussures, de toutes les poussières de l'institution ou de la rue, et je les mettais dans des bocaux. Et ensuite aussi, je les vendais dans les galeries, dans les musées, après en avoir fait des sortes d'éditions. Très belles, je vous conseille de les acheter. Si on peut. En 1977, à la... Ça, c'est au musée Andy Warhol. Ah oui. En 1977, à la FIAC, vous avez fait, bien entendu, une performance qui vous a rendu célèbre dans le monde entier. Il s'agit du baiser de l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire assez extraordinaire? Alors, ce baiser de l'artiste, je peux en fait noter ma vie avant et après le baiser de l'artiste. Parce que vraiment, immédiatement, j'ai été renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme qui disait tous tes cours sont suspendus, ce que tu as fait est incompatible avec ton rôle de formateur et nous aviserons pour ton compte. Donc, d'une minute à l'autre, j'ai pu payer
mon loft. J'ai plus pu rien payer puisque j'avais plus de ressources. Et mes étudiants ont créé des chansons pour soutenir le baiser de l'artiste, ont essayé de me réintégrer et en fait, on n'y est jamais arrivé. Donc ça a été un moment de ma vie où vraiment j'ai mangé de la vache enragée. La vache était maigre et c'était vraiment terrible. Mais ce baiser de l'artiste, je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'à l'heure actuelle, il y a eu en fait que des happy end dans le monde entier, cette pièce qui est avant tout une sculpture, une sorte d'arrangement, vous l'avez peut-être vu passer, oui là voilà, ben, ça tombe bien. Alors, c'est un grand piédestal, hein, pas petit, et là, il y a moi déguisé en Madone, qui est grandeur nature, collée sur bois et détourée. Je crois que je suis la première artiste à avoir fait ça, à avoir considéré la photo non pas comme une photo plate, mais quelque chose qui pouvait dire quelque chose dans l'espace et qui pouvait participer à des installations interactives. Et donc, vous voyez dans le travail, hein, c'était beau. Et bien sûr, ce n'était pas un bisou, c'était un vrai de vrai, un French kiss. C'était un truc avec la langue. Et ça se passait en plus au Grand Palais. C'est difficile d'éviter la langue au Grand Palais. Et donc, j'ai eu beaucoup de clients et j'ai eu surtout un scandale médiatique absolument incroyable. Et ce qui est vraiment formidable, ça, on me voit, c'est en fait à Los Angeles, dans une expo. Et donc, ce baiser de l'artiste a effectivement beaucoup voyagé dans le monde entier. Mais il a été à une période de ma vie où ça a été extrêmement difficile. Parce que effectivement, j'en ai bavé d'avoir fait ce baiser de l'artiste. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants des Beaux-Arts, je vous assure, il faut vraiment essayer de faire ce qui vous paraît très important de faire. Non pas ce que vous avez envie de faire, je n'ai pas dit envie. Ce qui vous paraît très important de faire et de dire par rapport à notre époque. Et peu importe le résultat. C'est dans ma famille, on disait toujours, et je continue à le dire, bien faire et laisser dire. Une belle leçon. En 1979, vous avez créé le Symposium international de performance et de vidéo de Lyon. Cachez-moi ce sein, vous avez vu, il ne passerait pas dans Instagram. Hein. La performance est aujourd'hui pleinement perçue comme un champ de l'art contemporain. Est-ce que ça l'était quand vous avez créé en 1979 donc à Lyon ce symposium? Est-ce que vous n'avez pas été une pionnière de ce point de vue-là? Là, on a été absolument, quand on a fait ce symposium de performance, on a été vraiment, en plus j'ai invité Paul McCarthy et plein d'autres, on a été, mais vraiment dans les médias, etc., roulé dans la boue, mais complètement, quoi. Et c'était pas de l'art, c'était pas de la sublimation, etc. Je voudrais quand même préciser que moi, je ne suis pas assujetti à une pratique artistique, à une technique, qu'elle soit actuelle ou ancienne. J'essaye de dire des choses très importantes pour mon époque. Et après avoir beaucoup travaillé, avoir beaucoup lu, m'être informé, avoir recoupé les informations, en avoir fait l'analyse et la synthèse, après, je prends une décision. Je me dis quelle est la meilleure matérialité pour dire ce que j'ai envie de dire, pour le concept de l'idée. Et c'est uniquement là que je choisis la technologie, le matériau qui me paraît le plus important, le plus adéquat. Donc ça, c'est vraiment... je ne veux pas être une artiste de la performance. J'ai fait des choses énormes en performance, j'en fais toujours. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous le voulez bien, j'en ferai une. Mais vraiment, je suis non pas dans cette cage et dans ce cadre, je suis dans le cadre artiste. Et ça passe par des tas de pratiques tout à fait différentes les unes des autres. Et ça cette liberté-là, ça me paraît, on a commencé par la liberté en écorché, mais cette liberté-là, je pense que vraiment, tous les étudiants qui sont là devraient la prendre. Parce que sinon, on est absolument coincé dans un espace donné qui a ses codes, et on est enfermé dans ces codes. Puisque si quelqu'un veut applaudir, allez-y. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas.
Narcisse n'est pas blessé, c'est parfait. Merci. Puisque vous évoquez justement ces questions de cases dans lesquelles on enferme un petit peu les artistes, je dirais que malgré l'étendue de vos recherches, qu'on commence à envisager un petit peu, de vos recherches artistiques, on ne retient souvent, à tort à mon avis, que vos fameuses opérations chirurgicales performance. Vous écrivez dans votre autobiographie que j'utilise la sculpture, la robotique, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la vidéo, la photographie. Les journalistes et critiques m'interrogent pratiquement uniquement sur mes diverses opérations chirurgicales performance. Et je crois qu'on en parle aussi avec deux écueils. Le premier, c'est de voir ces opérations comme liées à une certaine forme de masochisme. C'est quelque chose qui a pu revenir souvent dans les articles. Et la deuxième chose, c'est de le voir comme si finalement vous étiez en train de rechercher une beauté idéale. Et je crois que ce n'est pas du tout votre propos. Ben oui, je vous remercie que je puisse préciser cela, parce qu'effectivement, dans les journaux, on dit tellement de bêtises sur mon œuvre. On dit que j'avais fait 114 opérations chirurgicales, pratiquement j'en faisais tous les jours, j'en avais fait tout le temps, que j'étais la plus grande masochiste du monde, alors qu'en fait, le premier deal avec les chirurgiens, c'est pas de douleur. Et à notre époque, c'est possible. C'est comme accoucher sans douleur, c'est possible. C'est exactement comme chez le dentiste. On vous fait une piqûre, alors vous faites et 2 secondes. Et ensuite, eh bien, vous sentez rien, vous sentez des choses bizarres, comme quand vous allez chez le dentiste vous faire arracher une dent. Et ça, c'est vraiment très très important de se dire ça. Parce que, effectivement, le fameux « tu accoucheras dans la douleur » a tellement marqué les femmes. Moi, dernièrement, dans ma propre famille, j'ai quelqu'un qui devait se faire une péridurale pour accoucher et qui, tout à coup, a dit « Oh ben non, Orlan, tu sais, je vais faire comme toutes les femmes, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Ben oui, je souffrirai, puis après, je ne souffrirai plus. C'est pas grave, je vais faire naturel. » Mais la même personne ne va pas chez le dentiste en disant « Ah non, monsieur le dentiste, vous n'allez pas me faire une injection pour m'arracher la dent. » Il y en a beaucoup d'autres à qui on a arraché des dents depuis très très longtemps. Eh bien, ça va me faire mal, mais ce n'est pas grave, ça serait une expérience. Non, ça, de ce côté-là, non. Mais pour accoucher, eh bien, oui, je veux bien souffrir. C'est délirant pour moi, mais c'est délirant, quoi. C'est délirant, mais en même temps, c'est des formatages. Quand je parle de formatage et de sortir du cadre, c'est qu'effectivement, où qu'on soit, on nous a mis dans la tête et dans les corps des trucs dont on a énormément de mal à se détacher. Donc moi, j'ai essayé toujours de faire des pas de côté, de sortir du cadre, etc. Mais je n'ai pas répondu à ta question, je crois. Oui, peut-être... On parlait des opérations chirurgicales. Oui, racontez-nous quand même un petit peu comment ça a pu se passer. Oui. Moi, je suis très fier d'avoir fait ça. Je suis la première artiste à l'avoir fait. Ce que je voulais, en fait, c'est vraiment utiliser la chirurgie esthétique, parce que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, comme je ne suis pas contre les nouvelles technologies. Ça dépend ce que l'on en fait. Donc, ça me paraissait absolument important de le dire très haut et très fort. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la chirurgie esthétique, mais pourquoi ? Pour me faire mettre des implants qu'on met habituellement dans les pommettes, là, sur les tempes. Et si on me décrit comme une femme qui a 2 bosses sur les tempes, on peut absolument penser que je suis un monstre abominable, indésirable, imbaisable. Si on me voit, ça peut changer. Ça ne change pas à tous les coups, mais ça peut changer. Et effectivement, actuellement, beaucoup de gens me disent « Oh, comme tu es belle !» Mais c'est formidable pour moi, parce que j'ai voulu utiliser, justement, faire ce qui ne se fait pas. J'ai voulu être à l'encontre des modèles qu'on nous propose et faire quelque chose qui a la réputation d'être laid. Faire un geste artistique qui n'était pas censé apporter de la beauté. Et là, tout à coup, on me dit « Ah, mais alors vraiment, tu es belle avec tes bosses. » Et pour moi, c'est une réussite incroyable. En fait, c'est devenu un organe de séduction alors que c'était un organe de déséduction,
on pourrait dire. En fait, c'est ma décapotable. Et d'ailleurs, elles étaient filmées, ces opérations chirurgicales. Ah bah oui, 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 quand même, il faut des archives pour montrer que c'est bien la vérité sur l'affaire. Parce que, effectivement, j'ai eu un grand article dans Art in America, dans Art Forum, et la rédactrice en chef avait des soupçons. Elle disait, les photos, on peut toujours les truquer. Je veux voir les vidéos, parce qu'elle n'était pas sûre que je les fais réellement. Donc, effectivement, la vidéo a permis la preuve. Mais non seulement ça a été vidéographié, mais en même temps, ça a été transmis, personne ne peut se rendre compte, par satellite, et ça, par des réseaux satellites. Et, vous savez, vous ne vous rendez pas compte, mais on n'avait pas la webcam. Vous vous rendez compte ce qu'on était primate, ce qu'on était en retard, ce qu'on était attardé. On n'avait pas la webcam, vous vous rendez compte? Eh bien, on devait louer des réseaux satellites, ça coûtait très cher, c'était très difficile, et ça ne marchait pas à tous les coups. C'est souvent que ça ne marchait pas. Avec moi, ça a marché, mais c'est un miracle, hein, encore un miracle de Saint-Orlan. Mais voilà, donc j'ai transmis par satellite au centre Georges Pompidou, où il y avait tout un groupe de gens qui parlaient de mon œuvre. Et moi, dans le bloc opératoire, qui était entièrement transformé, où effectivement j'étais aussi habillé, ainsi que l'équipe médicale et mes assistants, par Paco Rabanne, par Lanvou, par moi-même, par Issey Miyake, etc. Je voulais absolument changer l'esthétique, qui est une esthétique morbide, qui fait peur, des opérations chirurgicales, des blocs opératoires. Donc j'ai tout transformé. Et je lisais des textes pendant l'opération chirurgicale. Je faisais des dessins avec mes doigts et mon sang. Je mettais des gazes médicales sur mon sang pour pouvoir ensuite le faire sécher et ensuite faire des transferts de mon visage sur ces gaz médicaux. Ça ressemblait donc à des sensuaires. Je ne sais pas si on en a vu ou si on en verra. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose de très différent de ce qu'on peut imaginer. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, tiens, si je me faisais opérer, comme ça serait chouette, et puis ça apporterait les médias, oui, bon. Non, j'ai fait quelque chose qui était pour moi, en fait, mon boulot. C'est ça le truc. Il y a deux colonnes vertébrales. Une qui est que j'essaye d'interroger le statut du corps dans la société via toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, traditionnelle, sociétale, religieuse ou politique. Et vous savez, ça s'inscrit dans les corps, tout cela, et particulièrement dans le corps des femmes. Donc c'est ça que j'essaye d'interroger tout le temps. Et c'est là où on me retrouve. J'allais dire un autre truc, mais je l'ai oublié, mais ça va revenir. Votre œuvre est considérable, évidemment, et j'ai l'impression qu'on passe sur chacune beaucoup trop vite. Peut-être un mot quand même des self-hybridations. Oui. Ah mais finis ta phrase. Non, mais allez-y. Oui, les self-hybridations, en fait, pour moi, c'est justement des œuvres post-opératoires. Et j'ai fait les opérations chirurgicales pour ça, pour faire ensuite des images différentes, absolument, de celles habituelles et que je faisais. Donc l'idée, c'était de m'enlever le masque de l'inné, parce que je considère que, et de m'attaquer à ce masque de l'inné. Moi, en fait, j'ai rien choisi. Pourquoi j'ai les yeux de telle couleur, le nez de cette forme, la peau de cette couleur, j'ai rien choisi. Donc, pourquoi j'accepterais un truc pareil que je n'ai pas choisi? Moi, je veux choisir dans ma vie. C'est comme je ne veux pas croire, je veux savoir. Donc, ça me paraissait vraiment invraisemblable. Donc, j'ai voulu vraiment transformer ça, puisque c'est possible à notre époque ou presque. On ne peut pas tout faire, hélas. Mais en tout cas, on peut faire bouger les barreaux de la cage. On peut sortir du cadre. Donc, voilà, j'ai voulu effectivement me resculpter, me refabriquer, me réinventer, non seulement intellectuellement, non seulement me ressourcer, mais aussi changer physiquement pour pouvoir faire de nouvelles œuvres.
Et donc, avec ma nouvelle image, j'ai fabriqué 2 nouvelles images, en priorité avec des référents qui sont des référents que je suis allé chercher en Amérique latine. J'ai beaucoup travaillé au musée de Mexico, qui est un musée que je conseille à tout le monde d'anthropologie, qui est extraordinaire. Et là, donc, j'ai pris des photos de la statuaire. Et à partir de cette statuaire, j'ai essayé de me mélanger en essayant de donner un regard à ces personnages de pierre, de terre, et d'en faire un personnage qui est entre effectivement ce que je suis et entre cette culture. C'est-à-dire aussi, c'était comme un travail d'hospitalité. C'était accueillir l'autre et la culture de l'autre et les formes de l'autre visuelles en moi et d'en faire quelque chose qui soit une troisième chose. C'est pas 1 et 2 qui s'affrontent, c'est que tout à coup, il y a effectivement et à la fois une fusion, mais pas une confusion. Il y a vraiment les deux qu'on peut voir et qu'on peut percevoir, et on peut aussi voir que ça fabrique un autre événement visuel qui n'a rien à voir avec les 2 autres. Le temps passe, hélas, j'aurais aimé qu'on parle de votre, Voilà. de votre rapport à l'écriture. On trouvera par exemple dans le livre une extraordinaire pétition contre la mort que j'ai beaucoup aimée. J'aurais aimé aussi qu'on parle de votre rapport à la technologie, avec par exemple la fabrication de orlanoïdes, pardon, excusez-moi. Mais peut-être, puisque effectivement on se rapproche de la fin de cette discussion, j'aurais aimé que... Non mais moi je ne veux pas partir, il n'est pas question. On me fait des signes. Mais peut-être, donc parlez-nous de cette série. Des femmes qui pleurent sont en colère, par Femmes avec tête. C'est un livre qui a été fait par la galerie Eva Vautier à Nice. Et c'est peut-être l'occasion quand même, parce que vous l'avez évoqué, mais évidemment c'est présent dans toute votre œuvre, mais de nous parler de votre rapport au féminisme, puisqu'il faut quand même dire que vous êtes une pionnière dans l'art contemporain de cette réflexion. Alors, les femmes qui pleurent sont en colère, j'ai voulu parler des femmes de l'ombre. Vous savez, les inspiratrices, les modèles, celles qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour la notoriété de nos grands maîtres. Et donc, j'ai commencé par les œuvres de Picasso, au demeurant que je respecte beaucoup en tant qu'artiste, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris les portraits de Dora Maar, qu'il a toujours peints quand elle pleurait. Donc, je pense qu'il n'y avait pas des oignons, qu'il devait la faire pleurer. Et donc, attendez, il va falloir que je vous dise quelque chose sur les Africaines. J'en attends une. J'ai le temps d'attendre la dernière. Oui. Parce que, vous voyez, il y en a une qui fait la preuve par 9 de ce que je pense de ce qu'est la beauté. Et ce que sont effectivement tous les standards de beauté, les stéréotypes de beauté qu'on nous propose. Donc, elle va venir. La voilà. Vous voyez, donc j'ai travaillé à partir des photos ethnographiques. Vous voyez combien, c'est pour ça que toute la série est en noir et blanc. Vous voyez comme elle est sûre de sa séduction, comme elle est forte, comme elle aime les grands labrets qu'elle a. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, la beauté, c'est une question de dictat de l'idéologie dominante à un endroit donné géographique et historique. Donc, effectivement, dans sa tribu, eh bien, elle a un succès fou avec ses labrets énormes. Elle fait bander les mecs. Et donc, bien sûr, elle est sûre d'elle. Séduction totale. Mais imaginez-vous, homme ou femme, on se ferait mettre des labrets comme ça, chacun et chacune. On serait considéré absolument comme indésirable, imbaisable, immontrable. Donc, je voudrais vraiment dire qu'effectivement, la beauté, c'est vraiment qu'une question d'un certain moment de ce qu'on nous dit qu'il faut être et comment. C'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé de sortir du cadre. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. On parlait du féminisme. Ah bon? Oui. Comme c'est bizarre. C'est quoi ça? Qui peut m'expliquer ce qu'est le féminisme? Alors, comment? Oui, Picasso n'était pas un grand féministe, ça c'est clair. Enfin, en tout cas, j'ai dit où il faudrait qu'on m'apporte des preuves. Mais là,
Donc, mais il n'est pas le seul. Hein. Il est pas le seul. C'est très difficile. Vous avez entendu encore ce que ce policier abominable a osé dire en disant que c'était une grosse pute qui venait de déclarer un problème de harcèlement sexuel ou même de viol. C'est ancré vraiment. On est formaté comme ça, aussi bien les hommes que les femmes, avec à la fois des phrases, des mots, ben, je m'en bats les couilles, et quelle pute, et je ne sais quoi, etc. Tout est une histoire de langage. Il faut vraiment faire attention, et la psychanalyse nous a appris ça. Effectivement, tout est au mot près, et non seulement au mot près, mais à la lettre près. Donc c'est vraiment très très important quand on emploie un mot de se rendre compte qu'il y a des réactions en chaîne. C'est pour ça que moi je suis absolument pour l'écriture inclusive, parce que si les femmes n'existent pas nulle part, c'est toujours le masculin qui gagne, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas dans notre société à tous les niveaux et de toute manière possible. Moi je ne suis pas du tout contre les mecs, j'ai jamais compris pourquoi les mecs, quand on a dit « balance ton porc », étaient outrés et étaient très solidaires de tous les mecs. Mais attendez, on a bien dit « ton porc ». Moi, les mecs qui sont sympas, gentils, bienveillants, qui ne m'insultent pas, qui ne me frappent pas, qui ne me violent pas, qui ne me tuent pas, je les aime. Je les aime. Donc il y en a beaucoup que j'aime, j'imagine, dans cette salle. Mais les autres, non, ce sont des porcs, il faut le dire haut et fort. Et il ne faut pas se laisser faire, vraiment. Faites attention les filles. Faites attention les filles. Je sais que j'ai pas de temps, mais je voudrais raconter quelque chose. Une petite illustration rapide. C'est un ami, socialiste, journaliste, qui un jour, je lui dis, ah ben, c'est formidable, tu es très féministe. Il me dit, écoute, si tu m'avais connu avant, t'aurais vu. Et il m'a dit, eh ben, c'est une petite Anglaise qui m'a éclairé. Alors vous savez ce qu'elle a fait, la petite Anglaise? En fait, il revenait de la lune de miel, du voyage de noces. Et le mec, selon ses habitudes, ce qu'on lui avait appris, ce qu'il avait vu que sa mère faisait et son père faisait, il a mis tous ses vêtements dans le bidet et a dit, chérie, j'ai plus rien à me mettre pour demain, tu sais, j'ai une réunion extrêmement importante pour le boulot, il faut vraiment que tout soit propre et repassé. Et alors, la petite Anglaise, il y a eu un blanc, et ensuite, elle est allée dans la salle de bain, elle s'est entièrement dévêtue, elle a tout mis dans le lavabo, et elle a dit, chérie, tu sais, j'ai vraiment un problème, parce que demain, j'ai rien à me mettre, il faudrait vraiment que tu me laves mes affaires. Alors, il y a eu un... Vous voyez, bon. Et tout à coup, il a compris, le mec, étincelle. Mais il est allé laver tous les trucs de sa femme, et elle a lavé les trucs de l'homme. Bon. Mais elle aurait fait ça 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, la seule chose qu'il aurait entendue, je ne t'aime plus. Alors qu'immédiatement, elle a fait ça, il n'y a plus jamais eu de problème. Il m'a dit, ça y est, je suis devenu féministe. Mais avant, il ne l'était pas. Ou il croyait qu'il était. Et en plus, il avait un discours féministe. Mais dans les faits, dans le privé, vous voyez, quand je dis que le privé est politique, il l'est. Non, ben non, on arrive. Il faudrait me payer plus cher pour que je me taise. On n'a plus d'argent. Moi non plus. Dans cette autobiographie, vous évoquez sans fausse pudeur vos amours, d'ailleurs avec des hommes et des femmes, et vous parlez avec beaucoup de sensualité du slow, le slow de l'artiste. Qu'est-ce que vous aimez tant dans le slow? Eh bien, écoutez, moi j'ai bien sûr dansé le slow. Je me suis aperçu que tous les stagiaires que j'avais autour de moi, ils n'avaient jamais dansé le slow. Je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose pour les jeunes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'ils ne connaissent pas ça. C'est invraisemblable parce que là, en plus, avec la distanciation physique, on a tellement besoin de la chaleur d'un corps, on a tellement besoin de sentir le corps de l'autre. C'est vraiment devenu thérapeutique, quoi, d'avoir ça. Donc, je me suis mis à écrire des textes. Moi, j'écris beaucoup.
Et j'ai écrit des textes, je les ai donnés à des musiciens et à des musiciennes, et je leur ai demandé de me créer une mélodie, et puis de le chanter, bien sûr. Et j'ai introduit ma voix en chantant les mêmes paroles. Et j'ai créé des slows. Et j'ai créé des slows avec des gens branchés comme La Femme, comme Terre Noire et comme beaucoup, beaucoup d'autres, mais aussi avec Charlemagne Palestine, qui est un grand artiste américain de la musique minimale et répétitive. Et Jean-Claude Dreyfus, que je vais aller voir bientôt, qui vit du côté de Sète. Et on a fait énormément de slow. Je vais faire un album tout slow pour relancer le slow. Alors voilà, après le baiser de l'artiste, le slow de l'artiste, c'est une œuvre thérapeutique pour rapprocher les corps. Et vraiment, on en a besoin. Vous croyez pas? Alors, si vous voulez bien, on danse le slow avec masque. Primordial de créer. Urgence, des rapprochements. Urgence. Marteau piqueur de vie. Urgence. Meilleur orgasme des objectifs. Urgence des rapprochements, urgence des baisers, urgence des embrassements, urgence de ta chaleur thérapeutique, urgence d'aimer, urgence d'aimer. Urgence de vivre. Urgence de vivre. Aimer d'urgence. Aimer d'urgence. Aimer d'urgence. D'accord.
primordial de créer. Urgence, des rapprochements. Urgence des rapprochements, urgence des baisers, urgence des embrassements, urgence de la chaleur thérapeutique, urgence d'aimer, urgence d'aimer, d'aimer. Urgence de vivre. Urgence de vivre. Aimer d'urgence. Aimer d'urgence. Aimer d'urgence. D'accord. On peut faire ça pendant la dédicace, peut-être, si vous êtes d'accord. Ça vous va? On fait ça pendant la dédicace. Merci pour votre présence pour ces premiers jeux.